Donc, pourquoi dit-on modernité avancée? Parce que c'est une radicalisation de la modernité ou des processus qui s'étaient mis en marche avec la modernité et la possibilité des communautés et puis des individus de s'autonomiser d'une certaine manière par rapport à des principes et des prescriptions qui seraient venues de Dieu, la tradition, etc., des lois patriarcales. Et donc, on pouvait se construire soi-même maintenant. Et cette période-là a beaucoup commencé, je dirais, surtout à partir des années 70 et des années 80. Donc, c'est une recherche de la maximisation des potentialités de l'individu, qu'elles soient artistiques, intellectuelles, relationnelles ou professionnelles. On a juste à penser, peut-être dans les 20-25 dernières années, maintenant, tout le monde se trouve un hobby, on veut tout le monde développer ses aptitudes, ses dons. Qui prend un cours de peinture, qui prend un cours de dessin. Nos enfants ont des cours de piano, ils ont des cours de danse, ils ont des cours de taekwondo. Alors, tout le monde essaie au maximum de développer son potentiel. Et tout ça dans l'objectif, je dirais, de maximiser ce qu'on est et d'affirmer au monde notre particularité. Alors qu'autrefois, c'était plutôt le contraire. C'était de jouer le rôle du statut qu'on nous avait donné, de répéter un peu ce que nos pères avaient fait, etc. Alors que là, c'est complètement l'inverse. C'est justement, il faut se particulariser par rapport aux autres. Donc, on pourrait dire une émancipation radicalisée des individus qui permet de nouvelles expérimentations et de nouveaux modes de vie. On a juste à penser, et ça, tout ça est venu en bonne partie du mouvement de contre-culture dans les années 70, avec les hippies et puis tout ça. Après ça, ça a été le mouvement de libération des femmes qui a complètement bouleversé nos sociétés, les femmes qui sont retournées au travail, qui ont remis en question les rapports hommes-femmes, qui ont remis en question aussi les tâches ménagères qu'il pouvait y avoir à la maison, s'occuper des enfants, etc. Les relations de couple. Les mariages, au Québec, je ne me souviens plus c'est quoi le pourcentage, mais c'est très faible. C'est beaucoup des unions de couple maintenant. Il y a eu un bouleversement total au niveau culturel à cet égard-là. Juste pour vous rappeler peut-être un certain nombre d'entre vous, il y a Jean-Pierre Ferland à une certaine époque qui chantait « Qu'est-ce que ça peut bien te faire si je ne vis pas la même vie que mon père? » Jean-Pierre Ferland, c'est un baby boomer qui a vécu dans ces années-là, des années 40-50, et qui a évolué. Et la chanson, la littérature, sont souvent des témoins des transformations culturelles. Et cette chanson-là en était une à cet égard-là. C'est « Qu'est-ce que ça peut bien te faire que je vive ma vie tout à l'envers? » C'était autrement que ce que c'était autrefois. Ah oui, et puis, une autre chose aussi, évidemment, cette radicalisation-là, ce retour-là sur soi, ce désir-là de se développer, nos capacités, on peut penser que c'est relativement positif, mais il y a quand même un envers de ça. Autrefois, on essaie, puis on savait déjà d'une certaine manière qui on était, et jusqu'à un certain point, qu'est-ce qu'on était pour faire dans la vie. Aujourd'hui, au contraire, il faut se construire et trouver qui on est dans la vie et qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Et quand on le trouve, c'est génial, c'est une aventure absolument extraordinaire, mais quand on ne le sait pas, c'est drôlement angoissant. Et puis on peut aller voir les bureaux de psychologues, de travailleurs sociaux qui sont remplis à pleine capacité pour comprendre qu'il n'y a pas que des bons côtés aussi, et ça a amené beaucoup d'angoisse, cette transformation-là culturelle. Parce que si ce n'est plus la loi de Dieu, c'est la loi de qui maintenant? Et ça, on fabrique chacun notre petite réponse par rapport à ça, mais c'est, je dirais, moins stable qu'avoir une réponse que collectivement tout le monde adopte, comme c'était à l'époque au Québec avec la religion catholique. Et donc, un peu comme disait, je pense, je ne me souviens pas si c'est M. Sanchez ce matin ou M. Périfant tantôt, aujourd'hui, on peut être riche économiquement, mais pauvre socialement. Et il y a un sociologue français qui s'appelle Robert Castel qui a inventé, je dirais, un terme là-dessus qui parle de désaffiliation pour expliquer la condition moderne d'un certain nombre de personnes dans nos sociétés qui sont souvent des personnes à la fois pauvres socialement, mais pauvres aussi économiquement. Alors qu'autrefois, on pouvait être pauvre économiquement, mais on était toujours riche socialement parce qu'on était toujours inséré dans des réseaux de proximité serrés, la famille, le voisinage. On parlait d'exemples en Afrique aussi tantôt où tout le monde sont là et puis il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Aujourd'hui, on le sait, et peut-être l'image la plus forte de tout ça, c'est les itinérants dans nos grandes villes maintenant, qui sont complètement désocialisés à certains égards, désaffiliés. En santé mentale, on retrouve beaucoup ça aussi. Personnes âgées,
Beaucoup de personnes âgées en milieu urbain, notamment. J'ai fait des recherches, moi, sur des entreprises qui travaillent avec des personnes âgées. On retrouve beaucoup de personnes qui sont seules. Hein, quand les personnes y vont pour faire du ménage ou les gens du CLSC, c'est souvent la seule personne qu'ils vont avoir vue dans la semaine. Hein? Donc, des gens qui sont désaffiliés à cet égard-là. Donc, je l'ai dit, dans la modernité avancée, chacun réfère à lui-même d'une manière radicale. Hein? Donc, c'est l'auto-réalisation de soi plutôt que la réalisation de la tradition ou la réalisation de ce que d'autres peuvent attendre de nous. Hein? Mais tout ça aussi, ça a eu des impacts importants sur la question des solidarités, qui ne disparaissent pas pour autant, hein, mais qui se transforment de manière importante. Et ça, on a commencé évidemment à le voir depuis tantôt, puis je pense qu'ici, vous le savez avec le type d'activité que vous mettez en place dans Villes et villages en santé, et surtout avec la fête des voisins. Hein. Il y a une nouvelle quête de solidarité. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus individualiste maintenant que les gens ne cherchent pas quand même des solidarités et à être en lien avec les personnes. Il n'y a pas personne qui peut vivre seul. Ou on ne vit pas longtemps seul, on va consulter, c'est pas trop long si on reste longtemps seul. Donc, on a besoin des autres. Il faut être capable de se l'avouer quand même, puis de voir de quelle manière on peut aller chercher cette présence-là, et c'est ça qui a changé aujourd'hui. Hein? Les solidarités aujourd'hui, elles sont plus flexibles, elles sont moins figées, elles peuvent être aussi plus discontinues. Hein? Autrefois, c'était plus la famille proche, les tantes, les oncles, les cousins. Moi encore, quand je ne suis pas si âgé que ça, j'ai 48 ans. Hein? Mais je me souviens quand j'étais plus petit, les cousins, les cousines, on les visitait souvent, c'était quelque chose d'important. Et au fil du temps, notre famille, je m'imagine, elle a évolué au même titre que les autres familles québécoises de l'Amérique du Nord et du monde occidental. Hein? Et on s'est comme éloigné de ces solidarités familiales-là. D'autant qu'aujourd'hui, pour plusieurs d'entre nous, nos liens sociaux, ils sont plus avec nos amis, hein, qu'avec nos familles encore. Hein? Comme disait M. Périfant tantôt, souvent, d'abord, il y en a qui n'ont pas de famille, et puis en plus, il y en a qui ont des familles qui sont divisées, et puis il y en a en plus qui ne s'entendent pas avec leur famille. Hein? Donc, on y va plus avec des amis, parce qu'on y va plus par affinité. Hein? C'est pas parce que c'est notre famille, souvent, qu'on s'entend avec les gens, on le sait. Hein? Quand on se revoit à Noël pour au jour de l'an, c'est là qu'on s'en rappelle. Hein? Mais c'est vrai. C'est pour ça que les bureaux, moi j'enseigne un travail social, les bureaux de psychologues et de travailleurs sociaux sont remplis au mois de novembre et au début décembre, juste avant les fêtes. Parce que tout le monde a l'angoisse de ces retrouvailles-là familiales. Hein? C'est pas parce qu'on est si bien que ça dans ces liens-là. Bon, évidemment, parce qu'il y a plein de problèmes, on pourrait discourir là-dessus, parce qu'il y a plein d'autres raisons, mais quand même. Donc, et ça, c'est au niveau des liens sociaux. On peut penser aussi aux solidarités institutionnelles, les organismes communautaires qui sont mis en place, hein? Le mouvement tiers-mondialiste, hein? Qui sont des réseaux qui interviennent à des moments précis, hein? Ponctuels, et après ça, il y a un relâchement du réseau pendant un bon moment, hein? Jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau moment, hein? un nouvel événement, où là, on remet en tension le réseau pour refaire des solidarités. Alors qu'autrefois, les solidarités, elles étaient fortement imbriquées et rarement relâchées. Et la postmodernité, on va l'oublier. Donc, l'individualisme. Il me reste combien de temps? 5 minutes? Oui, il va falloir que j'accélère. Alors, une petite définition. Une manière de construire son identité dans laquelle les personnes refusent de se définir exclusivement en fonction de leur appartenance à un groupe, une collectivité, hein, ou une communauté. Hein. C'est la domination des valeurs et des principes de vie individuelle et de la conscience subjective de l'individu. Qu'est-ce qu'on entend par conscience subjective? Hein, c'est on veut s'affranchir au maximum des contraintes afin de vivre sa vie libre et telle qu'on l'entend. C'est ça la conscience subjective. Ce n'est plus les lois de Dieu, ce n'est plus la loi de la tradition, ce n'est plus mon père, ce n'est plus ma mère. Hein, c'est moi qui va décider quels sont mes propres principes de vie, mon éthique personnelle. Ceci dit, c'est très prétentieux. Moi, à la suite de d'autres, quand même. Je pourrais dire que dans ce mouvement-là d'individualisme, il n'y a pas que des choses péjoratives, il n'y a pas que des choses négatives, aussi pour les solidarités. Hein? Effectivement, quand on regarde un petit peu ce qui s'est écrit là-dessus, ceux qui ont analysé cette question-là, on voit qu'il y a deux formes d'individualisme. Il y a une forme qui est plus un repli narcissique et égocentrique sur soi-même, hein? Me, myself and I, mes propres intérêts personnels. Hein? Il y a Joseph Stiglitz, qui est un économiste, hein, qui a écrit un livre récemment qui est intitulé « Le triomphe de la cupidité », où il explique comment s'est passée la dernière crise financière. Hein? Il aurait pu intituler ça aussi « Le triomphe de l'individualisme exacerbé ». Hein?
Alors, je vous le dis, il faut le lire parce que c'est vraiment très révélateur du fonctionnement de notre société et comment il y a des individus pour qui il n'y a aucune éthique du bien commun et qui s'accaparent des millions, sinon des milliards, et en laissant des nations entières et des pays entiers en dèche. Alors, il faut le faire, hein, à cet égard-là. Heureusement, il n'y a pas que ça dans cet individualisme-là. Il y a quand même un individualisme qui est aussi, je dirais, qui suscite aussi une ouverture créatrice vers une nouvelle quête d'authenticité, puis une recherche d'émancipation. Et cette recherche-là, même si elle se fait pour un bien-être personnel, elle se fait aussi en se disant que si moi, je suis capable de m'exprimer dans la vie, mes besoins, mes talents, ce que je suis, ça va aider la communauté et ça va en aider d'autres aussi à eux-mêmes trouver en soi qui ils sont, quels sont leurs talents, comment ils vont pouvoir s'exprimer dans tout ça. Et en plus, c'est de comprendre aussi qu'on a toujours besoin des autres pour s'auto-réaliser. On n'est pas comme ça sur une feuille de chou, on est de toute façon encore, il faut bien vivre avec notre famille, il faut bien vivre avec nos professeurs, il faut bien vivre avec l'école, il faut bien vivre avec tous ceux qui vont nous donner des conseils et qui vont nous faire cheminer dans la vie. Donc, on vit toujours dans un certain lien avec les autres. On ne se construit pas tout seul. Donc, ce qui faisait dire à certains qu'il y a une part d'illusion dans cette tradition-là de l'indépendance. Tout le monde veut être indépendant, alors quand tout le monde est indépendant, eh bien, finalement, c'est plus tellement original. Et à cet égard-là, c'est vraiment le cas aujourd'hui. Et la publicité joue beaucoup, beaucoup pour ça. Écoutez, regardez toute la publicité aujourd'hui. C'est vraiment pour dire, quand vous achetez tel produit, vous consommez tel produit, vous vous distinguez les autres, vous faites telle ou telle chose, alors que c'est parce que vous avez tel caractère, tel trait de caractère, etc. La publicité joue beaucoup là-dessus. Donc, l'individualisme a modifié profondément la perception et la construction des relations sociales et l'horizon de sens. L'horizon de sens, c'est une expression que j'ai empruntée à Charles Taylor, qui est un philosophe de l'Université McGill, qu'on connaît bien ici parce que c'est lui qui a participé à la fameuse commission Bouchard-Taylor ici, et qui a beaucoup écrit sur la modernité et puis la modernité avancée et toutes ces choses-là. Alors, c'est quoi l'horizon de sens? C'est le sens, c'est ce que je donne à ma vie. Moi, je me rappelle de ma mère, quand j'étais plus jeune, qu'elle était particulièrement exacerbée. Après nous, elle disait « Mon Dieu, je vais l'avoir gagné, moi, mon ciel. » Aujourd'hui, combien d'entre vous vivent pour gagner leur ciel? Mais nos références ont beaucoup changé, mais il faut se construire, je l'ai dit tantôt, nous-mêmes, nos références, et c'est ça qui n'est pas toujours facile. Donc, je l'ai dit, l'individualisme n'a pas fait disparaître le désir des personnes de vivre ensemble. L'individualisme a aussi favorisé l'établissement de nouveaux liens sociaux, axés davantage sur l'autonomie et le libre consentement et les affinités, c'est-à-dire maintenant, on choisit davantage les personnes avec qui on veut être. Et j'arrive vers la fin. Donc, des nouvelles motivations dans les engagements. L'engagement traditionnel se faisait plus sur une base politique, vocationnelle, altruiste ou religieuse. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais je dirais que dans les grandes tendances dominantes, c'est peut-être pas celle qui est dominante à l'heure actuelle. Maintenant, l'engagement moderne, il peut se faire beaucoup sur une base socio-relationnelle. On s'engage dans un processus, dans un projet, surtout parce qu'on ne veut pas être seul aussi, puis on veut connaître des nouvelles personnes, parce qu'on veut faire de nouvelles expériences. Moi, je vois plein d'étudiants qui vont faire de la coopération internationale. Oui, c'est pour aider les gens du Sud, en Afrique ou en Amérique latine, mais c'est aussi parce qu'ils veulent vivre une expérience de vie dans une société qui est très différente d'ici. C'est aussi un engagement qui est à la carte. Souvent, on n'adhère pas à des grands projets politiques comme certaines époques, le socialisme, la question nationale au Québec. Ça va être plus, on va choisir de s'investir dans notre quartier sur tel ou tel aspect, sur la question de l'environnement, etc. J'ai même vu, hier, j'entendais plutôt à la radio, quand je m'en venais à Rivière-du-Loup, à Radio-Canada, des mères de famille qui s'étaient réunies, qui avaient formé un groupe qui, eux, permettaient à leurs enfants, qui ne mettaient pas de couche à leur bébé, et je me souviens pas comment ils appelaient ça, c'était la maîtrise naturelle de je ne sais trop quoi, en tout cas. Et là, ils s'étaient formé un groupe là-dessus. Alors, je me disais, mon Dieu, aujourd'hui, il y a des groupes qui se forment sur tout. Et c'est comme un groupe d'affinité qui se faisait par rapport à ça. Y avait-il un autre groupe qui l'avait planché? Non, il ramassait elle-même, c'est ce qu'elle disait. Donc, aujourd'hui, la recherche de résultats, on cherche des résultats plus immédiats à notre engagement. Alors, plus ici et maintenant, here and now. Alors qu'autrefois, c'était souvent soit dans l'au-delà, j'aurais gagné mon paradis, ou c'était un projet politique, où il y aurait une nouvelle société plus égalitaire, etc. Aujourd'hui, on s'engage moins dans des projets comme ça. On veut savoir tout de suite qu'est-ce que ça va donner à court terme.